Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Bonjour. Alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Gaëlle Ray. Alors Gaëlle a un parcours professionnel très riche dans le monde de l'innovation. Alors successivement, elle a été chargée de conception, puis business developer et manager au sein du groupe Dassault, et puis surtout pour le groupe Thales pendant plus de 15 ans. Ensuite, Gaëlle a dirigé pendant un petit peu plus d'une dizaine d'années une plateforme franco-suisse de recherche et d'innovation qui était positionnée sur les innovations de rupture et l'essor des technologies émergentes. Et c'est donc tout naturellement qu'elle s'est engagée dans une formation de haut niveau dans le domaine de l'innovation. Et effectivement, elle vient de terminer avec succès un executive master en technologie, management et innovation à Polytechnique. Alors, en plus de ses activités professionnelles, Gaëlle a développé une démarche originale qui mêle l'art, les sciences et la technologie. Et cette approche donc, fait se rencontrer et se croiser des visions d'artistes, de scientifiques et d'entreprises à vocation industrielle. Et donc, c'est pour ça que Gaëlle est tout à fait légitime pour nous parler aujourd'hui d'innovation et en particulier d'innovation avec du sens. Gaëlle, bonjour. Bonjour Frédéric, merci pour ce temps d'échange, c'est privilégié. Voilà, donc nous nous connaissons dans une vie antérieure, à la frontière franco-suisse, et voilà, j'ai reconnu dans les personnes que tu as pu interviewer pour ton podcast des gens que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Voilà, comme Julien Levallois, à l'Université de Genève, au Julia. Voilà. Alors, Gaëlle, j'ai commencé à parler un petit peu de toi sur un plan professionnel, et puis là, on va parler de toi sur un plan plus personnel, ce qui est évidemment un prétexte à compléter cette présentation. J'ai vu également le blog que tu tenais, on en parlera un petit peu plus tard, et tu te définis notamment sur ce blog-là comme une techno-poète. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors, je me suis autoproclamé un techno-poète. Alors, l'idée derrière le concept, c'est toujours l'innovation, puisque c'est un peu le fil rouge de ma vie, dans ma vie professionnelle. Moi, j'ai toujours eu une appétence pour les sciences, toute petite, on va dire, dès le CE1, CE2. J'ai vraiment des souvenirs d'école qui me reviennent, où on allait en forêt avec un savant. Voilà, et en fait, des années plus tard, j'ai compris que c'était un chercheur du CNRS, mais ça m'a profondément marqué. Et donc après, j'allais dire, j'ai vraiment une carrière foncièrement de technologue. Donc, j'allais dire, s'autoproclamer techno-poète, c'est essayer de concilier, on va dire, ce que j'ai développé au niveau professionnel, donc vraiment la technologie, mais aussi me réconcilier avec mon enfant intérieur qui est plutôt, j'allais dire, enclin à la poésie. Voilà. Donc c'est aussi, moi j'ai l'habitude de me dire que c'est un tiers personnage que je me suis créé, comme à l'image d'un tiers-lieu, là où on peut vraiment innover, c'est-à-dire un tiers-lieu, c'est un lieu qui est autre que le domicile, qui est la première place, on va dire. L'entreprise, la deuxième place, c'est un lieu un peu hors temps, un espace de rencontre entre des personnes et des compétences variées. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai aussi créé là au sein de Mind, en fait, la société que j'avais dirigée précédemment, dont tu as parlé. Et du coup, je me suis dit, dans cette posture-là, comment encore mieux innover ? On est dans un autre espace, mais finalement, on est aussi dans une autre posture, on est quelqu'un d'autre. Voilà, on a un tiers personnage. Donc Technopoète me convient très bien. Ce que je propose, c'est qu'on reprenne finalement les deux thèmes, technopoète, puisque c'est effectivement la superposition de deux termes quand même assez différents et qu'on n'a pas l'habitude
voilà, d'agglomérer sous cette forme-là. Ce que je propose dans un premier temps, c'est qu'on parle d'innovation. Et sur la thématique de l'innovation, en fait, il y a évidemment tout un tas d'académiques qui ont travaillé sur ce sujet-là, et il y a notamment un article de 88 qui me semble tout à fait d'actualité aujourd'hui, dans un monde complexe et de plus en plus imprévisible, puisque alors les trois auteurs, c'était Acriche, Calon et Latour, qui proposaient deux pistes de réponse à la question clé du succès de l'innovation. Et pour eux, en fait, c'était l'art de l'intéressement, donc intéresser les acteurs, les parties prenantes, et puis choisir ses porte-paroles, choisir les porte-paroles de l'innovation, qui étaient donc nécessaires pour convaincre et communiquer. Moi, j'aimerais bien t'entendre sur ce point de vue, en fait, sur ces coopérations inattendues qui aboutissent parfois à des innovations. Si je comprends bien, c'était vraiment l'esprit de ce que tu as fait chez Mind, et d'une certaine façon, être technopoète, c'est effectivement également rapprocher des points de vue, des domaines, des champs de compétences a priori complètement opposés, mais qui en réalité, lorsqu'ils communiquent entre eux, peuvent aboutir à des choses en rupture. Quel est ton point de vue en fait sur cette présentation ? Alors oui, donc les travaux là de ces sociologues, c'est vraiment intéressant. Et effectivement, alors ça remonte à vieux, mais tu as raison, c'est toujours d'actualité. Mais disons, pour vraiment stimuler l'innovation, en fait, il faut que les gens soient dans une posture dynamique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la pensée elle soit affaissée. Et pour qu'elle soit dynamique, il faut un climat de confiance. Mais aussi, il faut brasser les univers d'approche. Et donc, l'idée, quand j'ai été initiatrice d'un tiers-lieu qui s'appelle MindUp, une sorte de tiers-espace, comme on dit, de tiers-lieu, l'idée, c'était de faire collisionner différentes pensées. Donc, par exemple, on a pu accueillir, faire des partenariats stratégiques, on va dire, avec des artistes plasticiens. Une artiste plasticienne qui s'appelle Vélec, avec donc une personne qui avait une maison d'édition, qui après a sorti des traités d'innovation. Je pense à Miguel Aubouy. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de réunir des compétences complètement différentes. Et finalement, pour reprendre un petit peu les termes des travaux de réflexion que tu m'invites à réinterpréter, on ne sait pas en fait finalement si l'innovation elle est bonne. C'est toujours après coup qu'on va se rendre compte de ça. Mais du coup, c'est multiplier les alliés. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir autour de soi comme une sorte de meute bienveillante, mais en fait où on va tous aller exercer et essayer de toucher à un but, une aspiration, une utopie. Donc voilà. Donc tout ça, ça se construit, c'est-à-dire qu'on va dire l'innovation, elle ne s'improvise pas, et en même temps, il faut se laisser la chance que ces collisions soient heureuses. Voilà. Donc c'est vraiment quand même sur la base, certes il y a des outils aujourd'hui, énormément d'outils, mais quand même c'est presque impalpable et ça tient de l'intuition. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui relève effectivement quand même de la construction d'un édifice aussi intérieur, propre à soi. C'est parce que, je veux dire, l'innovation, elle demande toujours à décloisonner en fait les certitudes, à faire un peu réeffondrer les murs de sa pensée. Et quoi de mieux que de j'allais dire, se ressourcer, aller chercher de la connaissance, et puis aussi d'aller se faire, bousculer, voilà, de faire un peu retourner nos évidences. Et voilà, et tout ça, ça vient pas du ciel, donc c'est un effort. Et je pense aussi que l'innovation, elle doit rester aussi confidentielle. Moi, donc c'est toujours pour réagir un petit peu par rapport à ce que tu me demandes, les situations d'incertitude, l'innovation, pour moi, comment dire, aujourd'hui, je trouve qu'on est trop dans l'affichage, c'est-à-dire, moi, je fais un peu le parallèle avec les tatouages. En fait, les tatouages à l'occidental, il faut qu'on les voit. Voilà, faut qu'on les voit. Et dans d'autres parties du monde, là, on va dire, les tatouages sont discrets. Voilà. Ils sont aussi forts, ils sont rattachés à une histoire. On les fait pas pour le regard de l'autre. Voilà. L'innovation, j'ai un peu envie de dire ça.
C'est-à-dire que moi, je trouvais, enfin, en tous les cas, comment j'exerce l'innovation de rupture, celle qui demande vraiment d'être ébranlée au plus profond de soi, pour vraiment sortir du sentier battu. Pour moi, elle ne peut se faire que dans un lieu un peu confidentiel, avec des gens qui se font confiance. Et c'est après coup que voilà, on se dit, bah, il y a un succès, il y a un usage, il y a une appropriation, ça résonne avec l'identité des gens. Bon, voilà. Mais c'est un long chemin. Voilà. Et moi, je dirais, je finirai un petit peu cette réflexion par une sorte d'allégorie, c'est-à-dire que Mind, la structure donc, que je dirigeais pendant 10 ans, son ADN structurel, c'était l'innovation. J'avais réussi autour de moi à avoir une équipe fantastique, voilà, fantastique, d'ingénieurs, de docteurs, des sociologues, des designers, des industriels, puisqu'on était aussi porté par des industriels, par des centres de recherche prestigieux comme le CSEM, le CNRS, voilà, le CEA. Et finalement, la seule chose que j'ai pas réussi et qui a conduit à la perte de cet objet, de cet ovni, c'était que j'ai pas réussi à convaincre les politiques. Et tu vois, dans cet écrit, à un moment, voilà, ils disent, voilà, j'aime bien cette phrase là. Si dans un même lieu, vous réussissez à réunir à portée de main de l'intelligence de compétences et des inquiétudes de toutes sortes, voilà, donc avec une volonté stratégique, vous pouvez aller vers le succès. Mais je dirais qu'aujourd'hui, en 88, c'était ça, mais en 2021, il y a aussi la volonté politique. On a beau proclamer qu'on veut innover, je suis désolée, on n'est pas prêt dans la volonté politique à innover en rupture. Voilà. Donc, moi, j'ai retrouvé pour de la motivation. Je suis repartie à l'école. Et aujourd'hui, j'ai 3 points d'ancrage où, de façon bénévole, je cultive ma posture d'innovation, en vue de toujours d'être dans l'innovation disruptive. J'ai un point d'ancrage donc à Neuchâtel, donc où là, je fais partie d'un think tank autour de Xavier Comtesse qui s'appelle le Manufacture Thinking, où là, vraiment, on doit repenser, on repense l'industrie de demain. Un ancrage à Lausanne, alors qui va se déplacer vers Genève, mais donc où là, je tiens un blog dont tu as parlé sur le site d'information suisse Le Temps. Donc là, un blog qui s'appelle Curiosité technologique, où là, vraiment, je questionne l'objet en tous les sens du terme, aussi bien au niveau symbolique, au niveau du réel, au niveau de l'imaginaire. Et puis ensuite un ancrage donc à Genève, où là je rejoins une petite équipe autour de Claude Aiguy, donc la FEDRE, voilà. Et du coup c'est pareil, on travaille vraiment sur l'après Covid, la post-pandémie, voilà. Quel monde on peut faire émerger. Et là, ce qui est bien avec la FEDRE, c'est qu'on peut être proche des politiques suisses et des politiques au niveau Europe, et donc avoir un impact positif. Sachant que toutes ces structures, en fait, elles sont établies et elles poussent à se dépasser. Bon, c'est un point de vue évidemment très très intéressant que tu viens de nous développer sur cette capacité finalement à allier différentes parties prenantes. J'aime bien ta formule de devoir multiplier les alliés en mode bienveillante. Alors là, l'objectif et ce autour de quoi tu as tourné, c'est évidemment l'innovation de rupture. Et donc j'ai envie aussi de te poser des questions sur ces innovations qui marquent un tournant avec ce qu'on connaissait. Et pour ça, alors il y a une formule, un style rhétorique, l'oxymore. Alors
certains connaissent, mais alors la première chose, c'est que l'oxymore, c'est une bière belge. Mais c'est aussi une figure de style qui vise à rapprocher deux termes qui sont apparemment en contradiction. Alors, par exemple, hein, c'est d'être enfermé dehors. Ou bien, donc ça c'est Albert Dupontel, hein, c'était un film de Dupontel de 2006. Il y a aussi des proches qui parlaient des fous normaux. Et puis il y a d'autres formules beaucoup plus connues, hein, de Camus, Un silence assourdissant, Boris Cyrulnik qui parlait d'un merveilleux malheur. Du coup, toi, est-ce que dans voilà, tes expériences dans le domaine de l'innovation de rupture, est-ce que tu as connu des situations au cours desquelles des contradictions apparentes se sont alliées et ont été source de créativité et ont créé vraiment des innovations de rupture? Est-ce que tu as des exemples à nous donner qui viendraient un petit peu illustrer ce propos? Alors, l'oxymore, j'allais dire, le fait donc d'allier, des mots, c'est en apparence contradictoires. Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle un peu des exercices mentaux pour vraiment entretenir la plasticité de notre pensée. Voilà. Donc, par exemple, nous, ça faisait partie d'exercices à un moment, par exemple, dans la méthode CK, à un moment, tu arrives et tu dois faire ces alliances. Voilà. Donc, pour nous, on jouait à ces exercices-là pour se provoquer des courts-circuits mentaux. Donc, voilà. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, ça permettait de retourner des évidences. Voilà. Et en fait, ça me permet, je vais dire, de faire un peu la transition. Technopoète, presque, c'est un oxymore. Si on va loin, dans le sens où la technologie aujourd'hui, c'est l'empowerment, c'est la force, c'est le pouvoir. Je veux dire, aujourd'hui, on est foncièrement dans un monde qui va vers la technologie. Si tu vas pas vers la technologie, t'es plus dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Et le poète, au contraire, t'es dans la fragilité. T'es vraiment te retourner sur ton intériorité. Donc, par exemple, technopoète, qu'est-ce qui peut en sortir? Ben justement, par exemple, pour revenir à mon blog, l'idée c'est de susciter par des textes, des récits et des contre-récits qui peuvent inspirer les gens et qui soient source d'innovation, de rupture. C'est-à-dire que vraiment, je me suis placée dans l'optique d'être source d'idées. Voilà. C'est-à-dire que j'écris pas le blog, j'allais dire presque, c'est pas pour moi en fait, hein, c'est pour que les lecteurs s'en emparent et s'accaparent des récits. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par manque de connaissances, tu vois, par exemple, quand on parle de l'illettrisme, voilà, c'est des gens qui ne peuvent plus avoir accès à la lecture. L'électronisme, c'est quand on n'est plus en capacité de comprendre comment peut marcher la technologie, et ben voilà, on est en marge du monde d'aujourd'hui. Bon. Et petit à petit, finalement, il y a de plus en plus d'écart entre des sachants d'un côté, je dis par exemple les GAFAM, enfin, ou des jeunes, hein, je veux dire des moins jeunes qui écrivent des algorithmes, voilà, et puis ceux qui vont les utiliser de façon complètement opaque en boîte noire, sans comprendre qu'il y a peut-être des biais cognitifs qui ont été introduits, enfin, voilà, et donc ils vont subir ces algorithmes, voilà. Donc, j'allais dire, il faut vraiment que chaque citoyen puisse s'approprier des nouveaux récits qui seront inspirants et qui vont générer des innovations qui vont leur ressembler ou qui vont pouvoir, j'allais dire, être à la hauteur d'homme. Puisqu'aujourd'hui, finalement, si on parle au niveau géostratégique, géopolitique, aujourd'hui, on va avoir des récits que la Chine domine. Les routes de la soie, ce sont des récits que sont en train de nous imposer des puissances étrangères. Les GAFAM, avec toute cette dématérialisation au niveau des algorithmes, vont nous imposer des récits qui vont nous mener vers le transhumanisme. Enfin, bon. Mais sinon, on n'a pas des contre-récits en Europe, je me place au niveau de l'Europe, eh bien voilà, on va subir ces innovations, elles ne vont pas nous ressembler, elles vont peut-être nous déshumaniser. Voilà, donc
J'allais dire modestement, mon ambition, c'est de faire que chaque citoyen, il n'y a pas de citoyen de seconde zone, hein. Donc chaque citoyen s'empare d'une pensée et construise sa propre pensée et sa propre réflexion et sa propre analyse. Voilà. Parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans l'action. Et c'est pour ça que voilà, j'ai rejoint aussi la FEDRE là, à titre bénévole, parce que ces actions, elles s'inspirent de la pensée de l'essayiste suisse Denis de Rougemont. Et donc Denis de Rougemont, il dit la décadence d'une société commence quand l'homme se demande que va-t-il arriver, au lieu de se demander que puis-je faire. Voilà. Donc si on reste en état de sidération, on va pas forcément produire de l'innovation de rupture. On peut produire de l'innovation de rupture que si on est dans une certaine joie, on est porté par une certaine joie. Donc voilà, c'est tout un processus qu'on doit mettre en œuvre et on ne doit pas se laisser dépasser par le désarroi. C'est presque une position politique en fait, ou philosophique que tu proposes en ayant ce positionnement-là. Je l'assume complètement, hein, parce que donc la société que j'ai dirigée par le passé, enfin la plateforme technologique, elle était politisée. Alors je dis pas au sens d'avoir une coloration politique, hein, mais c'est que on dépendait quand même pour partie, voilà, de décisions politiques. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas forcément une dynamique. Il y a quand même beaucoup dans les politiques d'aujourd'hui, hein, enfin les nôtres, hein, il y a beaucoup quand même de place à la communication, au coup d'éclat, à des règles du jeu qui ne sont pas claires. Voilà, et ça, on le subit. On le subit et du coup, on est dans le désenchantement, on est dans le ressentiment et on a du mal à s'approprier voilà, une petite place, voilà, ou la place qu'on mérite. Donc, finalement, j'ai envie de te dire que l'innovation de rupture, bah, finalement, oui, c'est un acte politique. Voilà, donc, j'assume alors entièrement. Sur le chemin de l'innovation de rupture, parce que là aussi, et tu l'as déjà dit, l'innovation de rupture, c'est la conclusion, hein, c'est la fin du voyage. On sait s'il y a rupture une fois qu'elle est installée, qu'elle s'est propagée, diffusée. Mais pour arriver à ça, il y a un process. Alors en innovation, on parle d'exploration. Donc c'est voilà, enfin, on voit ce que c'est qu'un explorateur, et lorsque d'ici quelques années on ira sur Mars, on aura évidemment des explorateurs hein, capables de voilà, prendre des risques et de gérer des situations qui n'ont pas pu être anticipées à l'avance. Et c'est bien ça l'exploration, hein, c'est d'avancer, définir son chemin au fur et à mesure. Bref, hein, c'est de gérer l'inconnu et l'incertitude. Et c'est évidemment le cas pour les technos émergentes, les marchés nouveaux ou des usages voilà, insoupçonnés. Sur la gestion des innovations de rupture, donc sur ce process-là en fait, quel est toi ton retour d'expérience? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qu'il faut essayer de maîtriser? Et puis au contraire, quels sont les éléments sur lesquels il faut complètement lâcher prise? Quel est un petit peu ton regard? Il y a tant à dire, mais je dirais que déjà, il faut pouvoir s'autoriser des déambulations, des errances, et je dirais presque des déserrances. Alors, c'est tout ce qui ne peut pas forcément être accepté dans une entreprise, hein. Soyons clairs. Parce qu'il faut être dans une forme d'insouciance. Il faut accepter les vulnérabilités de chacun. Et parfois, et même souvent, le monde du travail est un monde brutal. Mais tout ça, c'est pas ça qui peut générer de l'innovation. C'est ça qui est quand même assez compliqué. Donc c'est bien pour ça que c'est pas forcément le terreau le plus approprié, le plus propice, une entreprise. On a beau le clamer haut et fort, hélas, c'est bien pour ça que Mind était une entité, je vais dire, extérieure, tout en étant bien évidemment rattachée à des tutelles puissantes. Des personnes qui peuvent être décomplexées et qui vont dans l'innovation de rupture. Ça bouscule des personnes. Ça bouscule des personnes. Parce que vu qu'on réinterroge tout, les rapports à la beauté, les rapports au corps, à l'identité. Je vais donner un exemple.
Aujourd'hui, par exemple, il y a une grosse interrogation sur le genre. Est-ce qu'on est d'un genre masculin? Est-ce qu'on est d'un genre féminin? On s'aperçoit qu'avec la médecine génomique, enfin tous les progrès dans la génomique, on va arriver à dire à quel pourcentage on est femme, à quel pourcentage on est homme. Mais finalement, c'est bien quand même une pensée occidentale. On est toujours dans ce qui est binaire. Homme, femme, froid, chaud. Enfin, mais bon, il y a tous les degrés d'intensité sur Terre. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que finalement, une fois qu'on aura passé ce débat, puisque là on est en plein débat, mais bon, c'est un débat qui va finir par redevenir froid. Mais pourquoi? C'est pour préparer l'avènement d'un nouveau genre, le genre non humain, le genre des robots. Voilà, parce que demain, on n'aura plus cette dichotomie entre le genre masculin, le genre humain, mais on va avoir une dichotomie entre est-ce que tu es plus humain ou non humain, puisqu'ensuite on va chacun avoir de l'électronique dans le corps, de la nanoélectronique, des prothèses. Bon, et c'est là où l'enjeu va se cristalliser. En fait, ce qui fait peur dans l'innovation de rupture, c'est que on avance beaucoup plus vite dans la technique, dans la technologie, que ce que notre conscience est capable d'absorber. Voilà. C'est pour ça que je dis que les politiques, ils peuvent pas anticiper, puisque eux, ils sont dans l'énergie du temps présent. Hein. Donc bien sûr, ils peuvent pas être de partout. Donc le but, c'est pas d'accabler les hommes politiques, les femmes politiques, hein, mais c'est de dire laissez-nous faire, faites-nous confiance. Voilà. Il y a beaucoup d'impensés dans la société, il y a des impensés. Pourquoi l'innovation de rupture fait peur? Ben, oui, moi je comprends qu'elle fasse peur parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'innovation raisonnée. Hein. C'était vraiment la baseline de la société que je dirigeais. C'est-à-dire que quand on a la prétention, ou en tous les cas l'envie, le moteur, enfin, ou la mission d'innover, hein, on porte une responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un sentier, faut accompagner, il faut accompagner cette innovation. Quand moi j'ai travaillé sur les premiers circuits, alors ça c'est quand j'étais ingénieur, hein, les premiers circuits pour la construction de téléphones portables, on sait qu'un téléphone portable, oui, il y a des ondes, on émet des ondes. Je veux dire, mais pourquoi le cacher? Pourquoi le cacher? Pourquoi se dire qu'effectivement les ondes, elles peuvent élever la température du cerveau et donc, du coup, la barrière encéphalographique, elle s'ouvre, elle laisse passer des toxines. Donc oui, ça peut être dangereux. Et ensuite, on peut avoir des modifications, voilà, et des faiblesses au niveau santé. Voilà, ça c'est pourquoi on n'assume pas. Pourquoi on n'assume pas ça? C'est-à-dire qu'il y a un mode d'emploi avec la technologie. La technologie, elle permet plein de choses. L'innovation de rupture, elle permet plein de choses. Mais il y a à l'autre bout de la chaîne, on va jusqu'à l'identité. On va jusqu'à modifier l'identité d'une personne. Et je veux dire, il faudrait quand même s'interroger tous ensemble. Voilà. C'est pour ça, je veux dire, l'innovation de rupture, elle doit se démocratiser de façon participative. L'innovation de rupture, elle peut générer des angoisses. Elle peut générer des angoisses. Si elle est pensée que par une classe d'individus. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut réfléchir ensemble et pas se poser de limites. Et alors voilà, ça, d'un coup, c'est vrai, c'est pas facile à accepter. Mais s'il y a trop de résistance d'un côté et trop d'inconscience de l'autre, ben non, on ne pourra pas innover de façon intelligente. Voilà, hein, on produit, je dirais, les innovations que l'on s'autorise. C'est presque ça, j'ai envie de dire. On s'autorise aujourd'hui de faire un frigo connecté. J'allais dire, l'impact est quand même assez limité. Et on ne voit pas que demain, l'énergie, elle sera comptée. Et n'avoir pas pensé à préserver cette ressource, voilà, la ressource énergie. Donc, moi, je vais dire, interrogeons énormément ce vers quoi l'innovation peut nous porter, en sachant le niveau aujourd'hui de possibilités qu'on peut faire avec l'innovation. On peut aller modifier notre ADN constitutif.
voilà, ne jouons pas aux apprentis sorciers. C'est-à-dire, on peut s'extasier devant une brosse à dents connectée. Bon, je suis très caricaturale, hein. Et on oublie qu'une patte de moustique, c'est fantastique. Enfin, voilà, donc restons humbles et modestes. Je reste sur cette idée hein, que l'innovation de rupture doit être pensée par une multitude, c'est ce que tu as dit, et finalement on doit être éclairé par des points de vue autres, alternatifs, différents. Quel est ton point de vue, toi, sur le travail artistique? Parce que là aussi, on voit bien que un artiste est en exploration permanente. Et ça, on le voit, par exemple, lorsqu'on peut assister à une rétrospective de n'importe quel artiste. On voit l'évolution, on voit les approfondissements dans lesquels il a pu s'engager. On voit parfois des ruptures dans son style. Tout ça, moi, ça me fait également penser à l'exploration. Et comme tu te positionne voilà comme une technopoète hein, et que bien sûr derrière cette notion il y a évidemment une notion artistique. Quel lien tu fais toi entre un travail artistique et une démarche d'exploration dans le domaine de l'innovation? L'artiste, lui, va poser des questions. Voilà. Il va interroger. Et donc c'était très intéressant de pouvoir accueillir en résidence des artistes. On en a accueilli plusieurs, donc je pense à Vélec, je pense à Bertrand Champ. Et à chaque fois, on a interrogé soit les matériaux que l'on utilisait. Vélec, elle a travaillé sur la cire d'abeille, elle a travaillé sur le silicium, elle a vraiment réinterrogé nos matériaux. Bertrand Champ, il a questionné notre rapport au travail. Est-ce qu'on était dans la joie, dans la douleur, voilà. Il y a énormément, l'artiste, il vient vraiment, c'est pas un poil à gratter, hein, ça serait vraiment lui faire jouer un rôle vraiment qui n'est pas le sien. C'est vraiment nous questionner au plus profond. Et par approfondissement successif, eh bien, arriver à trouver un consensus. Voilà. Donc on doit tous se respecter, hein. C'est pas, on ne doit pas jouer à faire semblant. C'est-à-dire qu'on doit être quand même dans une sincérité. C'est bien ça qui me gêne aujourd'hui parfois. C'est pour ça que je rappelle que l'innovation pour moi doit rester confidentielle, pas au sens du secret, mais dans une sorte d'alcôve où on peut se faire confiance et pas être dans comment dire, de l'expansif qui finalement coupe le processus en fait, coupe le processus. Parce qu'à partir du moment où on est dans le paraître, eh bien, on peut plus être vraiment dans l'innovation. C'est bien tout le paradoxe de la situation d'aujourd'hui. Plus on en parle, moins on en fait. Hein. Parfait, parce que moi ça me permet de faire le lien avec ton blog, parce que ton blog s'appelle Curiosité technologique. On voit bien que la curiosité c'est l'exploration, hein, c'est des tâtonnements, c'est de se reposer des questions, c'est tout à fait ce que tu viens de développer. Mais tu y as ajouté le terme technologique, hein, qui reste une constante dans ton parcours. Donc ce blog-là, alors j'invite évidemment à le consulter. En fait, tu essayes voilà, de réinterroger les objets actuels, hein, comme si tu étais une archéologue qui découvrirait ces objets et finalement tu y cherches des explications, des éléments de contexte, des hypothèses. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ce blog? Est-ce que c'est les écrits d'une technicienne, technologue, d'une philosophe, d'une poète, ou bien les trois en même temps? Bon, quand je l'écris, je pense pas forcément à qui je suis. Hein. Par exemple, tu vois, je voulais te lire un poème. Il faut que je le retrouve. Mais bien sûr qu'il n'est pas de moi. Hein. C'est d'un poète, un vrai, Maurice Carême. Un vrai mais unique, voilà, sans préfixe. Alors je vais te le lire. C'est Il a neigé. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé que le chaton croit rêver. C'est à peine s'il ose marcher. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé que les choses semblent avoir changé. Et le chaton noir n'ose s'aventurer dans le verger, se sentant soudain étranger à cette blancheur où se pose
comme pour le narguer, des moineaux effrontés. Alors, j'adore ce poème, parce que alors, du coup, ce n'est pas du tout un technopoème. Hein. Voilà, là, on est dans vraiment la vibration de l'être. Il y a tout, il y a des couleurs, il y a des images, des odeurs, il y a tout. Hein, Et là, on touche à notre humanité. Voilà. Et l'humanité, c'est-à-dire notre rapport au monde, notre rapport au vivant. Là, voilà, il parle d'un chat. Mais je veux dire, ça peut être très bien le rapport qu'on peut avoir avec les arbres, hein, avec les vagues. Voilà, voilà. Voilà. Tout ce qui est finalement autour de nous et qui s'agite et qui vibre. Et moi, je me suis posé la question, donc on peut revisiter ce poème donc avec un prisme technologique. Voilà, la neige qui se dépose sur les objets en fait, enfin ou sur le décor, c'est aussi ce voile de technologie qu'on pose autour de nous et qui finalement paraît léger, mais est en train de complètement nous transformer. Tout est en train de se transformer. Et c'est vrai que par rapport à ça, il faut quand même y être préparé. Parce que tout est en train de changer, notre sensibilité, notre rapport aux autres, notre regard sur le monde, notre forme d'insouciance, nos angoisses. Voilà, tout est en train de changer. Voilà. Et donc moi, j'avais vraiment besoin, à l'heure d'un monde qui s'annonce résolument technologique, puisque de toute façon, on ne peut pas lutter contre un flux qui submerge tout. Hein. Eh bien voilà, ne pas oublier que notre temps de cerveau disponible, on doit vraiment l'utiliser à se questionner et est-ce qu'on veut vraiment aller dans cette direction-là? Est-ce qu'on veut trouver des compromis? Voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment ne pas aller dans l'insouciance. Voilà. Après, il faut le faire dans la joie, bien sûr. Hein, donc, mais quand je dis qu'on porte une responsabilité, en tous les cas, quand on a la chance de faire des études, de pouvoir y avoir accès, ben on doit aussi, comment dire, ne pas se défaire de certaines prérogatives. Sur ton blog, il y a effectivement bon, cette prise de conscience et finalement ce devoir de responsabilité, mais il y a aussi des choses qui, a priori, sont plus légères ou sont plus poétiques ou sont plus créatives. Voilà, j'ai quelques thématiques hein, que tu as développées. Tu as parlé de la vague, la vague artificielle, de la cellule solaire, de l'arbre chantant, du matériau méduse. Qu'est-ce que finalement toutes ces voilà, tous ces développements, toutes ces explorations-là t'ont permis en fait de prendre comme recul vis-à-vis de l'innovation et des technologies. Pourquoi est-ce que tu as eu ce besoin-là? Alors, je vais. Alors oui, effectivement, les récits que j'écris, a priori, sont légers. Mais en fait, quand il y a plusieurs niveaux d'entrée, en fait, j'essaye d'amener le lecteur vers de la connaissance et l'envie d'en savoir plus. Et j'essaie de guider, mais pas trop, puisqu'en fait, c'est quand même la personnalité du lecteur qui va faire que la lecture va prendre du relief. Mais moi, je vais parler des coulisses. La vague artificielle, pourquoi ça m'a intéressée? Oui, moi, je trouve que c'est génial une vague artificielle. Donc, j'ai expliqué comment une vague artificielle procurait des émotions à un surfeur professionnel, mais aussi à tout à chacun. Il y a une vraie émotion, un vrai plaisir. On peut aller à n'importe quelle heure, prendre une vague, voilà, qu'on habite Paris, Grenoble, voilà, sans aller sur l'océan. Donc, il y a quelque chose de magique et je ne renie pas ce plaisir. Après, il y a ce que ça coûte aussi. Parce que pour générer une vague qui elle-même va produire de l'énergie, on va aller consommer de l'énergie. Bon. Donc, je ne suis pas là pour critiquer, pour dénoncer, mais on sent qu'il y a des tabous. Quand j'ai interrogé des fabricants de vagues artificielles, pour mon blog, j'ai la chance de travailler avec un graphiste génial, là, Gilles Lesparbé, et de temps en temps, je travaille avec une société qui s'appelle Fasterion pour de la veille technologique avec Sandra Salvace.
elle m'avait trouvé plein de brevets sur ces vagues artificielles. Et donc, je pouvais confronter le brevet aux constructeurs de vagues artificielles. En fait, ils étaient terrorisés parce qu'ils sont l'objet aujourd'hui de plein d'attaques, en fait, ces gens-là. Et donc, presque, ils n'avaient pas envie de me parler, en fait, sur comment ils concevaient ces vagues artificielles. Mais ça m'a fait vraiment triste. Je me suis dit, mais tout le monde se cache, en fait, veut plus dialoguer, alors qu'en fait, on est juste là pour un jeu, pour créer de la vague artificielle au service d'un jeu. Voilà, et enfin, ça me fait penser à des parallèles quand voilà, on conçoit des algorithmes pour plein de choses. Et finalement, le dialogue, il est coupé parce que chacun a peur de l'autre. Voilà. Parce qu'on n'ose pas le dialogue. Voilà. Je dis pas que je suis pour ou contre une innovation. Je suis plutôt triste de me dire qu'elle ne génère pas du dialogue. Voilà, entre ceux qui conçoivent et les usagers. Et du coup, après, ce que ça peut transformer dans notre vie. Voilà, donc c'est plus ça. Et donc, le blog, il a vraiment cette valeur de réinterroger tout le monde. Voilà. Et de ne pas avoir peur de la technologie. C'est pas une histoire de vampiriser la technologie ou de l'idéaliser. C'est toujours de se dire, voilà, on se réinterroge. Si en tous les cas, les auditeurs ne retiennent pas le mot questionnement et seraient interrogés, parce que c'est vraiment la clé et la base de tout. Parce qu'on peut râler toute la journée à comment le monde va en devenir, mais à la base, il faut aussi pouvoir agir. Voilà. Et pour agir, il faut se poser des questions. Merci pour la transition. Ça va me permettre de te poser la dernière question. Donc ce blog-là, pour toi, c'est quand même, j'ai l'impression, voilà, une petite, un espace de respiration qui toi, t'est nécessaire et qui, j'imagine, inspire et puis inspirera encore davantage de lecteurs demain. À la réflexion, quel est toi ton message d'espoir en fait? Quels sont pour toi voilà, les signes de renouveau, de progrès, les opportunités que tout ce monde-là nous procure et pourrait nous procurer encore davantage si on se... peut-être que si on apprenait à mieux se questionner. Alors, bon, je vais répondre par presque une provocation, hein, mais tu m'en excuseras. Voilà, aujourd'hui, on est en pleine pandémie, en pleine période de Covid, et les musées sont fermés. Mais finalement, moi qui n'ai jamais vraiment été dans les musées, hein, je précise, je crois que très très brièvement, j'ai dû aller au musée du Louvre. La Joconde, je n'ai rien vu du tout. Elle était loin. Elle était toute petite, il y avait plein de monde, je ne voyais rien, donc le dialogue avec elle, c'était juste impossible. Mais ensuite, j'ai eu la chance d'avoir accès à... Il y a 3 musées là, qui m'ont profondément marqué ces dernières années. Et c'est vraiment eux qui me donnent une lueur d'espoir. Alors, je vais te dire pourquoi. Déjà, c'est un article de mon blog, hein, enfin, que j'explique qu'est-ce qui est un peu à l'origine aussi du blog. C'est un musée donc à Lausanne, c'est le musée d'art brut. En fait, c'est vraiment un choc émotionnel, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à des objets qui sont vraiment issus de jaillissements de la pensée d'hommes et de femmes qui sont en marge de nos sociétés consuméristes. Voilà. Donc c'est des créations vraiment brutes, hein, d'artistes, et qui donnent à explorer une représentation de leur monde qui pour nous, en tous les cas, voilà, qui sommes dans le monde plus connu de la rationalité, vraiment questionnent. Voilà. Donc eux, leur imaginaire, il est issu d'un naufrage. Il y a eu soit un ennui énorme, une frustration, une folie.
Et donc, on est face à des objets qui nous dérangent. Voilà. Et donc ça, moi, je trouve que ça aide à délimiter la folie et la rationalité. Et parfois, le monde dans lequel on est peut être effrayant parce qu'on va à des frontières qui sont plus vraiment la norme. Et donc là, c'est là qu'on se rend compte que finalement, notre monde est fabuleux. Et c'est vraiment d'aller voir ce que peuvent créer en fait la folie pour se dire attention et nous remettre aussi dans un chemin constructif. Voilà. Ensuite, il y a le musée des arts et des métiers que j'ai eu la chance de visiter dans le cadre de mes études avec Gilles Garel, qui est professeur alors vraiment avec une pédagogie enthousiasmante et qui lui donc a écrit un livre, La fabrique de l'innovation, et on a fait un MOOC, voilà, et pareil où il mobilise les objets. Alors bon, faut y aller là-bas, hein. C'est un espace gigantesque où on a carrément des lignées de produits qui sont issus des précédentes révolutions industrielles. Et en fait, on comprend pourquoi il y a telle innovation qui s'est imposée avec un design dominant, pourquoi, comment ça a été remis en question. Et en fait, on s'aperçoit, on voit la vitalité de la créativité humaine. Et alors ça, c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire. Et du coup, c'est là qu'on se dit, bah, nous aussi, on a en possession plein de choses, enfin l'homme moderne en fait, d'aujourd'hui. Et puis un musée plus confidentiel aussi, qui était ma source de respiration à l'école polytechnique, alors qui est, j'allais dire, dans les bas-fonds de l'école polytechnique, c'est-à-dire que c'est pas sous la bibliothèque, hein, c'est sous la bibliothèque, pardon. Et donc là, c'est tenu par Olivier Azola, et c'est le Musix en fait. Donc pareil, une collection d'objets qui moi à chaque fois m'enthousiasmait. Et en fait, c'est vraiment palpable, quoi. On a vraiment accès à l'histoire. Et donc, c'est vraiment une source de joie. Enfin, quand j'y allais, c'était comme des échappées belles, en fait. Voilà. Donc, pour te dire, la source d'espoir, c'est rouvrez les musées, s'il vous plaît, pour que tout à chacun puisse vraiment aller se ressourcer. Et voilà, avoir plein d'idées, plein de créativité et plein de bonne énergie pour le monde d'après. Eh bien, merci Gaëlle pour cette note d'espoir. Merci pour ce voyage, hein, cette déambulation qu'on a faite autour de l'innovation, des technologies, de la rupture. Mais en fait, derrière tout ça, c'était quand même questionnement et la notion aussi de responsabilité. Et finalement, de la façon dont nous, on décidait, puisque c'est quand même un choix, décider de s'emparer ou non de certaines technologies et de l'usage que l'on veut bien en faire. Je te laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, par exemple, j'encourage les lecteurs aussi à s'intéresser aux productions, par exemple, du Club de Paris des directeurs de l'innovation. Donc, il y a des thématiques vraiment intéressantes. Donc, il y a eu l'innovation empathique en réponse aux ressentis profonds des individus. Très prochainement, il y a l'influence de la femme au siècle des nouvelles technologies du numérique. Voilà, il faut aller se sourcer auprès de personnes comme ça, ou de clubs comme ça. Voilà, qu'il y a un gros travail derrière. Et puis après, se faire confiance, oser et doser. Super, merci Gaëlle. À bientôt. À bientôt, Frédéric. C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes. Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, contactez-nous directement sur innovector.com. À bientôt et merci pour votre écoute.